Nous allons commencer et nous aurons avec nous Clarisse Giraud, Jean Sikin, Javier López González. En este contexto en el que la región où les régions de tout le monde vont échanger tous les flux transfrontaliers de données qui vont rendre possible de circuler librement en toute sécurité. En ce cas-ci, nous allons permettre donc on va parler Clarisse Giraud. Clarisse est diplômée de l'Université de Paris. Une spécialité un doctorado en Derecho comparado por el Instituto droit par l'Institut de technologie d'Édimbourg de l'Université de Peel des Pays-Bas. La docteure Clarisse actuellement travaille en tant que directrice du Forum de privacité pour la zone de l'Asie-Pacifique avec siège à Singapour. Clarisse est responsable de développer et mettre en œuvre les forums de privacité dans la région la plus peuplée et vaste du monde. Elle est membre d'un initiative de l'autorité de la protection de la vie privée et expert des réseaux de la privacité de l'Asie et du panel global de la protection de la vie privée et la protection de la société de l'avenir. On va demander à Clarisse Giraud de prendre la parole. Merci de m'avoir invité à cette conversation si importante sur la vie privée et des données personnelles. C'est l'un des forums des plus complets. Merci bien à ce flux de données que nous allons justement faire circuler aujourd'hui. Et nous remercions la MVP de ce qui a été fait et la INAI qui a rendu possible cette manifestation malgré toutes les contraintes. Je tiens à vous donner une introduction. J'ai 10 minutes pour pouvoir présenter. Avant de commencer cette conversation, donc, pour mon introduction, je voudrais parler de 3 points qui concernent tout d'abord une expérience personnelle. J'ai commencé à travailler dans le domaine de la production des données à la partie privée en 2001. Il y a 20 ans, un mois et 15 jours à peu près, une autorité des données privées. J'ai travaillé avec cette organisation qui travaille avec les commissaires afin de mettre en place la protection de la vie privée en septembre 24-25 et l'un des sujets à discuter était de tous ces flux. Où vont-ils? Que faire pour adopter une bonne protection en juin 2001? Alors, nous avons passé en revue toute cette discipline et comment nous y prendre parce qu'on avait déjà adopté une décision préalable. Avant de faire partie de cette organisation, le 19 septembre, il y a eu un bouleversement très fort. Tout est devenu une folie. Il y a eu toutes ces lois territoriales qui avaient été approuvées aux États-Unis et ailleurs dans le monde afin de s'assurer d'aborder donc cette attaque terrible qui a eu lieu aux États-Unis. Alors, on a dû inclure une série de normes de données et des lois concernant la sécurité des avions entre l'Asie et les États-Unis, l'accès électronique, toutes les données qui pourraient entrer et sortir. Et ceci a eu lieu aux États-Unis, mais ceci a un impact sur le monde entier
Également, à la Cour suprême de justice de l'Union européenne, vous connaissez déjà. Voilà 20 ans de cet événement où nous avons eu une conversation si différente sur la circulation et le traitement des données et comment trouver un bon équilibre à ce moment-là. Entre ce moment et aujourd'hui, nous avons déjà vu de bons développements. Nous avons bien des choses. Nous avons des bonnes décisions. Nous avons GPS, nous avons le 70 bits et pas mal de choses. Donc, ceci a beaucoup souffert de modifications, surtout en 21. Il y a eu des changements très importants et peut-être nous ne sommes pas rendus compte de ces changements qui montrent la mondialisation des politiques dans le domaine de la protection de la vie privée et des données personnelles. Il y a eu une discussion très forte entre les États-Unis et l'Union européenne, la politique et comment créer ces données. Et tout a changé. À présent, nous avons une communauté très nombreuse qui cherche à avoir des bonnes normes et qui cherche ces données. Et cette année-ci, la Chine a aussi participé et qui a également voté sa loi sur la vie privée et qui a adopté une bonne loi sur la protection de la vie privée. Et nous allons voir des modifications dans d'autres pays du monde. Il y a bien sûr beaucoup de juridictions en Asie-Pacifique ayant des lois de protection de la vie privée. Et dans cet institut ou les autres instituts et le forum des données personnelles, nous avons vu que presque toutes les lois de protection en Asie-Pacifique ont abordé et se sont penchées sur ces questions et adoptent des outils et des lois de protection de la vie privée. Et sinon, ils le feront par la suite. Mais ces changements, et ça c'est le troisième commentaire que j'ai à faire, est bon. Et bien sûr, nous avons besoin d'un peu de recul et voir pourquoi il y a toutes ces normes au lieu de nous pencher sur une approche complète sur le transfert des données et éviter la tentation de modifier ces questions. Rien que pour des spécialistes, il y a beaucoup d'échos. Je pense que ce n'est pas très confortable. J'entends beaucoup d'échos. Mais je vais essayer de poursuivre. Je voulais vous donner un exemple. Je ne suis pas à Singapour, je suis en Allemagne et je peux me déplacer de Singapour en Allemagne et ici et là. Mais je sais que c'est difficile à cause de la vaccination. J'ai quitté Singapour dans un vol Asie-Allemagne parce qu'il y avait les bonnes conditions pour ce déplacement. J'ai déjà été vaccinée et la ligne aérienne a pris toutes les précautions nécessaires et lors des vols, il y a eu beaucoup de précautions. C'était donc un vol très protégé. Mais le transfert de données ne sont pas sécurisés. Nous devons les rendre plus sûrs pour qu'il y ait ce flux. Il faut que le pays d'origine et le pays de destination soient d'accord. Et une fois que les passagers atterrissent dans deux pays, doivent le faire en toute confiance, de même que ceux qui montent à bord. Il y a quand même des contraintes. Donc, il faut voir quel est le flux sécurisé et complet, non seulement parce qu'il y a les bons dispositifs et les contrôleurs de données, comme dans le cas de l'exemple de la ligne aérienne, mais parce qu'il y a de la confiance entre les pays et les juridictions où ont lieu ces transferts, où on va traiter et collecter sous des données. Ceci est essentiel. Oui, nous dépendons de cette perspective. Donc, les règlements
ne sont pas les seuls outils, ce n'est pas la seule chose complexe de mettre en œuvre. Il s'agit donc d'avoir une entente en commun de ce qui est fait dans le monde, dans les différents pays, et trouver une convergence en tout ce que nous faisons. Voilà le travail à faire à l'Institut, par exemple, du droit de base, et également au Forum de la vie privée à l'avenir. Donc je vais justement traiter un petit peu ceci. Je m'excuse parce que mon exposé n'a pas été celui que j'espérais, mais parce que c'est un peu difficile dans ces conditions-ci. Et notre intervenant, il est commissaire à la protection de la vie privée et des données personnelles, où il fait la supervision, l'application de cette loi sur la vie privée, et qui est reconnu internationalement vu son renseignement dans le réseau des experts de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. En 2019, Ying était membre du groupe d'experts de la OCDE. Il est reconnu également et a contribué à des publications en rapport à beaucoup de données. Sur le plan international, et aujourd'hui, il participe avec un groupe de travail de gouvernance, et il est en train de parler sur l'intelligence artificielle, et il se penche sur le problème de l'intersection et développement et traitement des données personnelles. Et enfin, il a participé à plusieurs publications et il est ingénieur en technologie aussi bien dans le secteur public que privé. Je suis très heureux de lui demander à King de prendre la parole. Yang-Si King, bonjour, ou bon après-midi, ou bonsoir, je ne sais pas où vous êtes. C'est un plaisir pour moi de faire partie de ce groupe ce matin et de ce forum. Merci de l'invitation qui m'a été faite afin de participer et saisir cette occasion pour partager le point de vue de Singapour en ce qui concerne le flux des données transfrontalières et de la protection de la vie privée qui a un impact direct sur l'économie. À présent, on va commencer avec les effets nocifs que nous avons eus à l'association et qui sont liés à plusieurs effets qui sont survenus lors de plusieurs événements. La difficulté de la région d'Asie-Pacifique, elle est confrontée aujourd'hui dans le sud-est. Il y a beaucoup d'opportunités, oui, elles sont très nombreuses. Il y a 100 000 utilisateurs qui utilisent quotidiennement les médias électroniques et ces moyens électroniques et sous plusieurs formes. Et c'est un grand nombre qui font près d'1 milliard. Et ce sont les chiffres pour l'année prochaine. L'Asie a une vision de protection de vie privée, donc des pays qui ont déjà d'autres lois et d'autres pays qui se trouvent en cours de vote de ces lois pour rédiger et voter ces lois. Et d'autres pays donc qui justement sont en cours de mettre en place les normes pour leur pays. L'approche de la protection à la vie privée et des données personnelles varie d'un pays à l'autre. Les pays de cette région et des différentes régions et
L'intégration totale au sein de l'Asie est plutôt complexe, mais malgré cette complexité, il y a des membres qui se sont rassemblés et cherchent à trouver une uniformité des données et des flux et de la protection de cette région. Les États membres cherchent à avoir un commerce électronique harmonieux et ont trouvé des normes leur permettant de standardiser ces flux de données et la protection de la vie privée au sein de cette région. Et bien sûr, conformément à toutes ces approches, comment pouvons-nous faire ce transfert de données en s'assurant que tout ce qui était prévu serait respecté? Donc l'Institut de la protection de la vie privée en Asie cherche à mettre en œuvre ces normes et règlements et trouver les règles opérationnelles afin d'avoir cette harmonie pour les données. Bien sûr, ceci a fait déjà l'objet de plusieurs contrats des différentes sociétés, en plus des flux de données qui ont lieu de façon normale. Il y a plusieurs convergences nationales et des initiatives de l'organisation de l'ASEAN. Nous avons plusieurs secteurs. Par exemple, la Commission a cherché à avoir une harmonisation de ces données et elle le fait par le biais de différents dispositifs afin de pouvoir ces flux de données transfrontalières parmi les membres de l'Organisation du Sud-Est asiatique. Nous avons la protection de la vie privée, nous avons les transferts transfrontaliers qui ont lieu entre les différents membres et nous essayons d'assurer ceci afin d'harmoniser le travail de tous ces membres. La SEAN, qui est l'organisation des États du Sud-Est asiatique, cherche à avoir ces mécanismes. On a déjà présenté un nouveau dispositif qui a déjà été accepté par les États membres de ces organisations. On a beaucoup progressé. Donc, cette organisation essaye que ceci soit adopté par d'autres régions et qu'il y ait un accord entre les États membres tout au long de cette région, afin de partager les points de vue de tous les membres des États membres de cette organisation. Par le biais d'un accès, à faire avoir un meilleur accès et protection des données ou par le biais d'une série de normes. C'est pourquoi on a pu développer par le biais de tous ces mécanismes afin d'obtenir cet accès. Et nous pensons que la protection de la vie privée et le flux de données vont bien aboutir par le biais d'une harmonisation mondiale d'autres organisations dans le monde et donc d'une mise en ligne de tous les autres. Les États membres de traité de l'APSC recherchent une uniformité et l'équilibre et contribuer à tout cela pour que ce soit commun à tous les membres qui permettent d'avoir ce flux de données. Donc, le transfert des données personnelles, eh bien, les clauses contractuelles sont bien sûr basées sur les normes qui ont déjà été édictées afin de parvenir à avoir des meilleures pratiques, de même que les principes de base pour la pratique de l'échange de données personnelles dans cette région. Également,
Ceux-ci sont en ligne avec les principes de l'OCDE et à terme, on attend que la certification d'échange de données personnelles puisse s'améliorer et que progressivement, des pays tels que le Japon, Singapour et bien d'autres puissent participer à cet effort. Le Royaume-Uni et bien d'autres travaillent à cette certification pour la gestion des données personnelles, de sorte que l'on puisse avoir de meilleurs niveaux de protection. Afin d'avoir un niveau de protection de données entre les différentes frontières, nous avons bien sûr l'intention de continuer de travailler et de développer des meilleures pratiques pour les flux des données transfrontalières dans notre région. On va parler de la consolidation des données régionales. Bien sûr, les données personnelles ne peuvent pas être enfermées dans un étau. Il est donc nécessaire de trouver une cohérence, de même que la convergence de toute l'information. À cette fin, notre région cherche de nouveaux mécanismes et de nouveaux systèmes, parmi lesquels nous avons déjà quelques bons exemples d'efforts consentis pour avoir un meilleur flux, et nous voulons nous assurer également un niveau meilleur et que tous les États puissent participer à ces efforts. Il y a des pays tels que Singapour, la Corée, le Japon et les États-Unis qui participent à ces efforts-ci. Et, tel que je l'ai déjà dit, pour travailler à la cohérence et la confluence des données, afin de mettre en ligne la mobilité de l'information et des efforts des renseignements et de l'intelligence artificielle. Dans cet espoir, il faut bien dire, donc Singapour, le Chili et la Nouvelle-Zélande, la DEPA qui participe avec le Royaume-Uni afin d'assurer le flux de l'information par le biais des accords internationaux. Il est important de travailler au niveau des différentes juridictions. Afin de réussir un régime adéquat de protection de données, avec une interprétation adéquate et des meilleures pratiques partagées. Tout cela nous permettra d'avoir une meilleure interopérabilité entre les frontières. De cette façon, les différentes régions pourront former, construire ces systèmes dans un contexte beaucoup plus avancé afin de conclure. Nous observons une meilleure compréhension et un travail ensemble pour apporter des exemples de pratiques au niveau international pour la protection des données. Il est évidemment important de continuer à parler sur ce sujet, que ce soit un sujet de discussion afin de pouvoir l'explorer plus profondément. Je vous remercie de votre attention. Et je suis à votre disposition afin de pouvoir parler sur ce sujet-là avec plus de détails si vous en avez besoin. Merci beaucoup.
On vous remercie beaucoup votre participation. Et maintenant, nous allons donner la parole à Camilo Doneda. Il est membre du comité directeur de l'Association internationale des professionnels de la privacité. Il est docteur en droit civil. Consultant, il est le représentant de la Chambre de députés et du Conseil national de protection des données. Il est directeur de CEDIS, le Centre d'études de l'Internet et de la société. Il est membre du conseil directeur de l'Association internationale des professionnels de la privacité et de ID Center, c'est-à-dire le conseil consultatif sur le groupe de la privacité des Nations Unies et du conseil consultatif du projet et de l'Institut Alana. Il a été coordinateur général dans le secrétariat général du consommateur Il est auteur de différents livres sur le droit civil, la privacité et la protection des données numériques. Nous lui donnons la parole avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Je suis ravie de faire partie de ce groupe dans l'Assemblée générale sur la privacité. J'aimerais vous commenter qu'apparemment, il y a eu quelques problèmes de connexion, comme mes collègues l'ont déjà mentionné. Et parfois, c'est un petit peu difficile de pouvoir comprendre tout ce que vous dites. Donc, essayons de comprendre tout ce que l'on dit. On parle sur une conversation entre les différentes régions du monde. En ce qui concerne le transfert de données au niveau national, il est donc important de parler d'outils efficaces. Pour faire cela, il faut donc parler sur ce qui est beaucoup plus efficace en termes de transfert de données et les différentes exigences au niveau international. En ce qui concerne ce qui a déjà été dit dans les discussions, au Brésil, nous avons une nouvelle loi. Cette loi qui a été approuvée il y a seulement une année. Le transfert de données personnelles est bien sûr un problème au Brésil. On en parle. Lorsqu'on parle sur l'efficience sur ce sujet-là, au Brésil, la conversation se centre sur la possibilité de l'industrie et des secteurs différents qui puissent respecter ce qui est exigé en matière de transfert de données internationales. Évidemment, on recherche des pratiques qui puissent être mises en œuvre tout en respectant la loi. Évidemment, on recherche la fiabilité. Cependant, cet aspect inclut, pour être plus efficace, toute une série de choses. On parle évidemment, comme on l'avait déjà dit, sur le transfert de données, mais aussi cela fait partie d'une mosaïque des relations et des échanges. Le plus important, c'est d'avoir un cadre unifié. Cela serait la possibilité idéale. Mais pour faire cela, il est très important que les autorités différentes, par exemple les autorités européennes, abordent le sujet, ce qui a déjà été fait.
j'aimerais le remarquer, en matière de loi et en matière des bonnes pratiques ou des pratiques nécessaires. Nous comprenons que nous affrontons tous des difficultés pour le processus des données personnelles, des droits que nous avons tous et de la possibilité du fait que nos données soient protégées. Il est essentiel que ces outils puissent réussir une intégration à partir des efforts des pays de façon séparée. Parce qu'un sujet que l'on mentionne constamment, c'est le contrôle sur les données, évidemment. C'est un sujet qui est toujours présent et dans les conversations. Mais sans doute, les efforts qui ont été faits au niveau international, qui sont une motivation pour continuer avec ce travail, pour réussir un flux beaucoup plus constant des données. En Chine, par exemple, on a détecté des problèmes similaires desquels on a fait l'expérience au Brésil. Cela est très intéressant, évidemment. C'est très intéressant de voir que tout au long des années, les défis au niveau mondial sont toujours aussi importants. Sans doute, la protection qui requiert la mondialisation, dans le sens où l'objet de la protection requiert d'efforts entre des législations différentes, entre des acteurs différents, des intermédiaires différents. Et puisque la protection est impossible sans la collaboration, nous savons que c'est la circonstance que l'on affronte actuellement et nous sommes tous dans le même endroit. À présent, nous allons donner la parole à l'orateur suivant. Donc, il travaille dans l'Organisation pour le développement économique. Javier López González est économiste. Il est le titulaire de la direction de commerce et de culture pour l'Organisation pour le développement économique. À présent, il travaille sur des sujets qui sont liés au commerce dans l'ère numérique, l'analyse pour le commerce numérique et même dans les domaines de la recherche. Ce que veut dire l'ouverture du marché dans le XXIe siècle, ainsi que des études pour le flux entre les frontières des données et pour identifier les différents aspects du commerce digital. Et on peut voir les différents mécanismes et la participation dans les chaînes de valeur mondiales. Et donc, il a étudié économie. Nous allons demander à Javier López González de prendre la parole. Très bien. J'allais donc vous partager une présentation. J'espère pouvoir le faire. Très bien. Alors, je voulais vous parler de ce que l'OCDE a fait afin de réussir une meilleure compréhension en ce qui concerne le flux des données entre les frontières tout en recherchant les points communs, c'est-à-dire tout ce qui nous offre des similitudes afin de trouver un meilleur terrain pour réussir ce mouvement de données. Et nous avons parlé de ce sujet-là à différents moments. Vous verrez qu'il y a toute une variété de sujets qui surgissent lorsque l'on parle de cela.
Cependant, comme on l'a déjà dit, moi je suis un économiste, j'apprends beaucoup sur ce sujet-là, j'apprends beaucoup tout en écoutant mes collègues. J'espère pouvoir vous faire quelques apports. Diapo suivante, s'il vous plaît. D'accord. Ce que j'aimerais dire, ce sont les 4 approches que l'on a pour ce transfert des données. Nous avons évidemment les mécanismes unilatéraux, nous avons les plurilatéraux, nous avons quelques règlements, quelques initiatives qui se basent dans la technologie, mais aussi des accords commerciaux. J'aimerais parler dans cette séance des initiatives qui se basent dans la technologie et les réglementations, parce que c'est justement l'idée de pouvoir faire des transferts de données transfrontaliers. D'abord, j'aimerais donc parler des mécanismes unilatéraux. C'est un des 4 que j'ai mentionnés. Ce sont des mécanismes qui permettent le flux de données avec quelques conditions. Nous pensons qu'il est très important de comprendre quels sont les systèmes ouverts qui nous permettent de comprendre les différentes approches. Une excuse, nous avons perdu le son. D'accord, donc nous avons les différents systèmes, les privés, les publics. Donc, ceux qui se trouvent dans la partie publique, dans le gouvernement. Lorsque nous voyons tout cela, nous voyons qu'il y a quelques ressemblances, ce qui est très adéquat pour cette partie-là, pour les parties publiques et les privés. Encore une fois, nous voyons qu'il faut déterminer s'il s'agit de la partie du secteur privé qui va déterminer ou si c'est le secteur public. Le point suivant que j'aimerais mentionner, ce sont des entourages un petit peu plus complexes, puisque nous avons des instruments internationaux qui génèrent des règles et des bases pour le transfert d'un certain type de données. Évidemment, ici, nous avons le sujet de la privacité et aussi la protection des données personnelles, ce qui est dit par l'OCDE et d'autres organisations internationales qui peuvent être obligeantes ou non dans ce domaine. Nous observons qu'il y a des principes en ce qui concerne la réglementation. Il y a des principes. Par exemple, le droit à la confidentialité ou à l'usage limité qui se base dans les normes. Comme je l'ai déjà dit, nous avons tous ces sujets communs. Il est aussi très important de voir cette partie-là. Et on remarquera que c'est un chevauchement qui est beaucoup plus grand lorsqu'il y a des pays qui font partie d'associations, de conventions, ou même les membres de l'OCDE. Il y a un dernier point qui est lié au commerce. Ce que nous observons en matière d'accords commerciaux. Il y a des pays qui incluent déjà l'information, les données. Ils incluent non seulement les données personnelles, mais aussi des données non personnelles. Nous avons 3 catégories en termes d'accords qui incluent des sujets pour réaffirmer l'importance des données, par exemple, entre différents pays, ou les 45 accords internationaux. Les accords contraignants qui établissent une réévaluation des différentes normes. Ceux du Mexique, par exemple, nous avons d'autres qui sont des règles contraignantes pour différents types de données. Par exemple, nous parlons
de l'accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, parmi d'autres. Ce qui est vraiment important en termes de la formulation de ces accords, c'est que les accords qui ont des articles qui sont contraignantes sont basés dans la législation particulière de chaque endroit. On observe que cette nature contraignante augmente. Pendant que les lignes directrices non contraignantes ont changé depuis l'année 2014 et elles ont de plus en plus une nature juridiquement contraignante. Évidemment, il y a quelques exceptions. Exceptions en matière de sécurité de l'information. J'aimerais souligner et conclure en disant qu'il y a une variété d'instruments qui nous montrent qu'il n'existe pas un seul mécanisme dans le flux de l'information. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des moyens différents ou des façons qui sont multiples et complémentaires d'aborder ce sujet. J'aimerais parler des 3 C en anglais, pour ainsi dire. J'aimerais vous partager cela dans ma dernière diapositive. Ça s'appelle le CCC, les aspects communs. Voilà, c'est le premier C. La première C, lettre C, c'est matières communes. C'est pour garder les données et pour permettre leur flux transfrontalier. Il faut avoir des accords commerciaux multilatéraux, etc. Donc aussi, nous avons la convergence. C'est le deuxième C. C'est important de vous mentionner qu'il y a une convergence croissante. Nous avons bien sûr les accords, la minerie de données. Nous voyons aussi qu'il y a des principes de base de protection des données qui se chevauchent entre les pays. Donc même s'il y a quelques différences, on voit que la migration a des convergences. Et la dernière lettre C que j'aimerais vous partager, c'est le haut niveau de ce caractère complémentaire qu'il y a entre les organismes multilatéraux qui contribuent évidemment ou participent à ces accords multilatéraux. Nous voyons de plus en plus ces accords commerciaux qui font référence aux accords multilatéraux, des références aux lignes directrices de l'OCDE, parmi d'autres. Donc, c'est la fin de ma présentation. J'aimerais surligner qu'il s'agit d'avoir une plus grande interopérabilité. Il faut donc trouver nos points communs, il faut trouver les convergences pour avoir une information plus fluide à travers les frontières. Merci beaucoup à Javier López González pour sa participation. Et à présent, on va demander à Caroline de faire usage de la parole. Mais avant cela, j'aimerais décrire son CV rapidement. J'aimerais dire qu'elle est la directrice de privacité et donc elle dirige l'équipe des engagements de la normativité de la protection de données. Caroline a eu un rôle très important pour le règlement général de la protection des données de l'Union européenne, ainsi que d'autres lois liées à la privacité et à la protection des données personnelles au niveau mondial. Dans ce contexte, elle a aidé à créer ProData, une organisation irlandaise qui a une analyse sur la confidentialité des données et ce règlement général de la protection des données de l'Union européenne. Caroline a une grande expérience dans la gestion de la privacité et elle est conseillère de l'entreprise sur
tous les sujets qui sont liés donc à la privacité et à la prise en soin des données. Et donc, l'identité numérique, les nouvelles technologies, ainsi que l'apprentissage automatique. Caroline est membre du groupe des experts qui appuient la mise en œuvre des lignes directrices de la privacité de l'OCDE. Et avant de travailler pour Mastercard en 2017, en 2007, elle a travaillé dans le secteur privé où elle s'est spécialisée en droit de la compétition. Donc, on donne la parole à Caroline. Giraud, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie de faire partie de ce panel fantastique sur le flux des données. Ce panel virtuel ne pourrait pas continuer sans le flux de données. C'est le point clé de l'économie. Et nous avons les données, les flux de données, dans chaque étape du processus pour faire, le processus des différents transferts, pour éviter les fraudes, pour donner l'appui, le soutien client 24 heures sur 7 pour avoir cet appui commercial et continuer. Donc, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mastercard est une entreprise mondiale de paiement, de gestion de l'argent. Nous avons des données de plusieurs commerçants, de beaucoup de clients. Est-ce que vous m'entendez encore? Donc, pour pouvoir créer ce réseau et fonctionner correctement, ces données doivent avoir un parcours libre, donc à travers les frontières. Lorsque vous payez avec une carte Mastercard, bon, vous êtes en train de voyager d'un endroit, vous allez vers un autre endroit. Lorsque vous entrez dans une banque, Mastercard se trouve dans une très bonne position pour pouvoir détecter des fraudes, pour monitorer, pour faire un suivi, parce que nous avons des données sur les transactions qui sont faites à travers les institutions qui travaillent avec nous. Plusieurs d'entre vous ont déjà vu sûrement ce message de la banque qui dit il y a un potentiel fraude avec votre carte bleue. Il faut que vous y réfléchissiez pour avoir toutes ces perspectives. Pour qu'on sache qu'il y a pu y avoir une fraude, il faut qu'on puisse recueillir des données partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le plus de données on en a, une meilleure protection on en aura. Et donc, nous avons des attaques, des pirates cybernétiques partout dans le monde. Et très rapidement, nous voyons que ça se répand dans toutes les parties du monde, non seulement dans un seul endroit. Donc, ces données ouvertes doivent être recueillies de telle façon qu'elles puissent être des points spécifiques et qu'on puisse détecter lorsqu'il y aura un fraude potentiel. Quels sont les défis que nous affrontons? Bon, nous observons que de plus en plus, il y a une nouvelle façon donc de recueillir des données. Mais de quelle façon est-ce qu'on peut vérifier? Il faut vraiment avoir la confirmation de tous ces niveaux et donc il faut y avoir une plus grande sécurité sur ce que font les citoyens. Et en particulier, nous faisons face à beaucoup de restrictions en ce qui concerne le flux des données et les différents critères. Pour ces entreprises qui sont en charge de la gestion des données, et cela n'est pas très positif pour nous tous parce qu'il y a une augmentation dans les dépenses des entreprises, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Et évidemment, cela devient une charge pour les citoyens. Cela a un impact dans l'innovation et cela pourrait créer plusieurs problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il y a de bonnes nouvelles. Ce flux libre de données est possible et en même temps, on peut les protéger d'un extrême à un autre. Pour réussir cela, le secteur public et privé doit s'engager dans la responsabilité lors de la gestion des données. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire protéger les données avec un niveau élevé de protection et la prise en charge des données.
quelles que soient ces données. Et voilà, c'est l'autre côté de la conversation. Il faut mettre en œuvre ces outils afin de pouvoir prendre en charge de façon responsable les données. Il faut être responsable de la protection, du transfert de données, de plusieurs façons. Et quand on y pense, c'est exactement ce qu'on fait en étant responsable et donc avec ces données. Il faut qu'on puisse le réaliser avec cette protection adéquate des données. Il y a une entreprise de laquelle, nous avons ces données, il faut protéger ces données et Mastercard a fait tout ça. On est en charge des activités. Aussi, nous devons savoir comment accomplir toutes les normes de protection des données privées, peu importe où nous sommes, pour avoir un accomplissement efficace. Par exemple, on peut s'assurer qu'il y a ici un compte exécutif. On va tout simplement demander les politiques, les normes. On aura plus de transparence pour les clients, pour les gens. On va former les organisations sur toutes ces normes. On va leur parler de quelles sont les plaintes et il faut vraiment voir quelles sont les brèches d'accomplissement. Il faut qu'on puisse garantir aux gens que leurs données sont protégées. Bien sûr. Et cette référence, et bien sûr, on doit être responsable. Mastercard a montré qu'elle respecte les bases de données et également, nous aidons également à créer la confiance des clients et des investisseurs et des consommateurs. Et nous avons passé plusieurs accords car ils savent que les clients connaissent leurs données sont protégées par Mastercard. Et ceci fonctionne à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de clauses contractuelles. Nous pouvons l'associer à un programme de gestion renforcé pour que ceci puisse être mis en œuvre de façon adaptée. Nous avons les SCP parce que nous essayons avec les fournisseurs tiers ou d'autres partenaires où les EPCS ne sont pas reconnus et tous les règlements où les normes ne sont pas bien respectées. Nous devons le faire avec ces APC et nous protégeons ainsi les données avec les mêmes normes de protection. Nous avons un seul programme de protection des données et ça c'est la base. Et bien sûr, nous sommes en train d'adapter sur les différents marchés locaux pour savoir que nous sommes en train de respecter tous les règlements locaux. Bien sûr, il n'y aura que des variations de protection, mais bien sûr, il y a beaucoup de nombreuses difficultés dans la gestion et du personnel qui peut justement mener à bien toutes ces questions. Et je ne parle pas d'avoir un document qui sont les titulaires. À Mastercard, nous avons un groupe de professionnels mondiaux qui font le suivi de tous les événements et s'assurent que tout soit respecté. Ceci devient de plus en plus complexe, mais nous pouvons payer le luxe donc de faire appel à tous ces experts pour que les données soient bien protégées et que respecter toutes ces normes et cette complexité doit aider à améliorer la privacité des données du consommateur. Donc, celle-ci a une application directe, même si ceci est fait de façon virtuelle. Conformément, ceci a été publié dans un magazine médical. Il y a de nombreuses études médicales et de la recherche dans le cadre du cancer qui ont été arrêtées parce que ceci a eu un impact négatif parce que ces données n'ont pas pu être transmises à travers les frontières. Et bien sûr, il n'en a pas sur la recherche et à tous nos proches. La solution pratique, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vous avez déjà écouté Javier et des autres personnes qui ont parlé que nous avons besoin d'une convergence et nous allons chercher cette convergence. Merci. Merci bien, Caroline, pour cette participation. Et à présent, on va écouter les questions. Dans la première question, quels seraient les principes adoptés par tous les États au niveau international pouvant servir pour une harmonisation? Qui va y répondre?
Donc, ça serait très bien si vous pourriez répondre. Je ne suis pas certaine si je peux répondre à cette question de façon directe. Je pense qu'on a entendu jusqu'à présent, lors de ces présentations, qui n'ont pas toujours été très claires, à cause des difficultés techniques, il n'y a pas une seule façon de nous y prendre de façon mondiale pour le transfert de données. Nous avons besoin d'une grande variété de solutions de la part du gouvernement, des autorités de la protection de la vie privée et des affaires pour qu'ils puissent faire un bon travail. Il y a justement plusieurs cadres de repères, donc, et entre autres les principes de la OCDE et d'autres principes qui ont déjà été adoptés par les conférences mondiales. Donc, pour l'Assemblée du flux international de données, nous avons déjà quelques principes et si les normes de données privées adoptées par une série de normes internationales, et nous avons également le cadre de repère de l'Organisation des États de l'Asie Pacifique et également du Conseil européen, du GPRR, et nous avons de nombreux principes. Il n'y a pas besoin d'en édicter de nouveau. Mais c'est très important ce qui a été dit par Javier. Il y a plusieurs points à prendre en compte et voir quels sont nos points en commun. Donc nous allons essayer de faire créatif pour ce point commun. On ne va plus inventer des outils. Nous avons déjà des accords qui ont déjà été passés et qui ont déjà été mentionnés. Donc nous avons une grande variété d'accords mondiaux. Je m'arrête parce que je ne peux pas répondre directement à cette question et je ne voudrais pas prendre le temps des autres membres du panel. Merci bien. Quel est le rôle en ce qui concerne les données concernant la révision, respect et de la loi de la vie privée et des données personnelles autour des flux transfrontaliers? On n'entend pas très bien Monsieur Acuna. Parfois, on ne peut pas traduire parce que ça se coupe. Donc, je peux se faire que je n'étais pas justement la personne directement impliquée à ces questions. Mais pourtant, je vais essayer de le faire. C'est très important de dire quelle est la partie des autorités. Quelque chose qu'on a vu quant au point commun qui sont en rapport avec la présentation de Danilo qui a parlé, c'est qu'il y a un chevauchement de toutes ces conditions des accords et de ce qui a été fait par le Brésil. Quand on cherche ces Brésils, on voit en général qu'on les a déjà mis en œuvre par GPRR et le Brésil. Et il faut bien dire que ces principes sont très importants et permettent de créer cette prise de conscience. Mais les autorités qui font la supervision ont besoin de développer un rôle très important afin de mettre cela en œuvre. Et là, je m'arrête et je vais donner l'occasion à d'autres personnes pour répondre et compléter cette réponse. J'espère pouvoir répondre à cette question qui concerne la protection des données par les autorités afin de protéger ce transfert de données. Oui, on peut faire mieux. Cependant, on a besoin d'une série d'accords et justement avoir ces soutiens aux mécanismes dont on a besoin pour réaliser ces transferts, aussi bien les privés que les
parties publiques peuvent travailler, car on a besoin d'un partenariat pour le transfert de ces données entre les différents secteurs. Et quelles sont les conditions nécessaires afin d'arriver à un consensus? Donc, voilà quelques-uns des points à prendre en compte. Et nous voyons qu'il y a une croissance vers cette perspective et trouver des domaines où l'on puisse trouver cette convergence et cette coopération. Par le biais d'accords et des conventions déjà existantes. Mais nous devons y parvenir grâce à un bon travail et des outils que nous avons déjà. On avait déjà parlé de ces outils déjà disponibles, de ces dispositifs. Ceci peut être intéressant à ce but. Donc, et grâce aux accords qui ont déjà été passés. Mais ceci doit être fait d'une façon ordonnée. Et nous aurons alors besoin de trouver des concepts, des règles en commun, de la coopération qui nous permettent d'aboutir. En travaillant avec nous, et ceci est déjà une réalité. Donc, en ce qui concerne la normativité. Ainsi, nous pourrons être d'accord et utiliser une série d'accords et de conventions qui existent déjà et qui ont déjà été évoqués et qui puissent justement fixer comment va-t-on mettre en œuvre la protection des données afin de respecter toutes les normes, et ceci pourrait être fait et cette approche pourrait être suivie et être d'accord et passer en revue cette protection des données qui existe déjà. Et ceci pourrait être fait et qui pourrait être la base qui puisse nous aider de continuer de l'avant. Voilà ce qui peut être pris en compte. Bon, merci. Donc, cette Assemblée mondiale de la protection de la vie privée donc pourrait établir un modèle pour l'interopérabilité en matière de protection des données personnelles. Caroline, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Donc, c'est une question fantastique, Francisco. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est quand même un rêve. Hein? Et il me semble qu'on a avoir cet espoir pour commencer déjà ce travail. Et il me semble que on est vraiment sur la bonne voie. Et nous avons déjà les bases pour trouver quelle est la compatibilité entre ces différents mécanismes pour travailler de façon mondiale. Et nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce travail. Merci, Francisco. Donc, quelles sont les contraintes pour le transfert des données dans quelques pays? Est-ce que Clarisse, vous voulez y répondre? Ou Javier? Javier, allez, vas-y. Je vais répondre à cette question, mais différemment. Parce qu'ils sont nombreux à dire que les mesures de protection sont protectionnistes, mais les protectionnistes, justement, peut être vu sous plusieurs angles. On peut tracer quand même une ligne, mais dans ce domaine du protectionnisme, il me semble que c'est très utile de reprendre ces
leçons que nous pouvons tirer du monde international. Quand c'est protectionniste, quand ça devient discriminatoire, quand ça fait la discrimination des acteurs nationaux, ou quand les enjeux ne sont pas les bons par rapport aux objectifs souhaités. C'est pour ça que j'aimerais dire que dans le domaine du protectionnisme, tant quand on leur dit, bon, toi tu es monopoliste, et toi tu es un protectionniste, tu es ceci ou tu es cela, il faudrait plutôt, au lieu de dire ça, il faudrait plutôt poser des questions. Donc, il faudrait se demander s'il s'agit d'une question discriminatoire ou quelque chose qui n'est pas proportionnel à l'objectif souhaité, et pourrait alors établir la bonne voie pour régler ces problèmes. Voilà, ça serait une façon de s'y prendre. Merci bien, Javier. Une autre question. Quels sont les bénéfices majeurs de l'adoption de mécanismes souples tels que les certifications du système des règles de la vie privée transfrontalière de la coopération économique de l'Asie-Pacifique et le système de reconnaissance de la vie intime et de la vie privée ou la mise en œuvre de modèles qui sont contextuels. Clarisse, peux-tu y répondre? Oui, bien sûr. J'espère que j'ai bien compris l'essence. On parle alors de certification en général, mais on voit à l'ASEAN, en ce qui concerne le traité du Sud-Est de l'Asie, que ce n'est pas une certification. L'étude qui a été faite dans cette région où il y a des transactions commerciales, on voit qu'il y a de nombreux législateurs et beaucoup de législation qui a déjà été mise en œuvre ou est sur le point d'être votée. De même que plusieurs dispositifs, la SEAN, cette organisation cherche à certification, mais il y a une priorité, c'est de trouver plus d'acceptation quant aux clauses contractuelles tout d'abord. Ceci dit, il me semble que c'est très important que chaque loi de protection de données privées, de transfert de données, puisse reconnaître une grande variété de dispositifs de transfert, y compris la certification. Et ce serait une erreur, à mon avis, de rejeter les certifications comme un mécanisme de transfert valable, parce que ceci va à l'encontre de tout ce qui a été promis, y compris des traitements qui sont en faveur de tout cela. Merci. Et là, je m'arrête. Caroline, vous voulez compléter quelque chose? Yang Zeking, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, je suis très heureuse après Kin. Donc, je tiens à confirmer ce que Clarisse a déjà dit sur l'importance de la certification. Aujourd'hui, il faut être honnête. Ce travail sur BCR et 3R est un travail donc, qui nous a déjà rattrapés. Donc, c'est très difficile pour moi d'essayer de l'expliquer en tant qu'experte. Donc, imaginez, car les experts ont également des difficultés, donc, et les publics en général n'auront aucune idée de ce que nous sommes en train de discuter. On va chercher la certification à cette confiance et toutes ces sociétés qui ont déjà mis en place ce transfert de données de façon très réussie. Ceci va créer de la confiance auprès des investisseurs et des consommateurs, et les sociétés donc auront déjà un motif pour être plus
créative. Rien que les partenaires qui seraient certifiés pourraient justement travailler au sein de ces cadres. Les consommateurs pourront avoir plus de choix en ce qui concerne les sociétés à choisir en tant que fournisseur. Alors, Kim, j'aimerais compléter ce qui a déjà été dit à SCAN. Donc, on a déjà prévu de développer une certification pour les membres de ce traité. Alors, nous nous sommes axés sur les clauses contractuelles qui vont être présentées récemment. Et il y a beaucoup de travail à faire encore. Mais nous sommes optimistes car de nombreux pays ont déjà mis en œuvre ces lois de protection de données. Et il y a quelques ans, 3 ou 4 membres de ce traité qui veulent introduire ces lois. Et plus de la moitié des membres auront déjà ces clauses de protection de données. Ça sera très bien pour tout le monde. C'est un grand pas que nous cherchons quant à la certification. La raison pour laquelle nous voulons mettre en œuvre ces systèmes de certification pour notre travail en faisant le design de tous ces mécanismes pour que tout le monde puisse les utiliser, tels que les sociétés, puissent avoir l'assurance d'une certification. Et nous devons soutenir toutes ces certifications pour toutes ces opérations. Ce sont des choses qui ont été recherchées et qui va être commun entre le Japon et Singapour. On a déjà présenté ces certifications comme une partie de ce mécanisme et qui est déjà opérationnel. Alors, si nous cherchons la certification, on n'aura pas à utiliser ces clauses, mais ceci pourra être fait directement. Le Japon le fait déjà ainsi. Ça veut dire qu'il peut mettre en pratique ces mesures qui puissent aider à mettre en œuvre tous ces mécanismes dont on a besoin pour réaliser les opérations des différents mécanismes et explorer un petit peu ce qui est en train d'arriver. Donc, comment va-t-on y arriver? Si on peut le faire en commun, car nous avons ce transfert de données transfrontalière, mais nous sommes en train de chercher la certification pour ces transferts sur le plan de la protection de la vie privée. Et la certification est un pas vers l'avant pour améliorer tout cela. Et bien sûr, il y a encore quelques obstacles, mais ceci va dépendre de la façon de mettre en œuvre toutes ces clauses contractuelles. Si nous avons déjà la certification pour la protection des données, tout ceci va aider à aboutir, car tout va aller au mieux. Et nous aurons de nouvelles formes d'aboutir de façon transparente. Et nous essayons de créer ces réseaux. Merci bien. Merci. Donc, on va voir la dernière question. Quelles sont les mesures pour le flux de données dans vos sections, pour votre région? Donc, ça, c'est une question pour Javier Lopez. Bon, merci bien. Oui. Donc, à partir du travail que nous avons déjà fait, un des éléments clés que nous avons identifié est celui qu'il n'y a pas une seule façon de le faire. Donc pour moi, ce qu'on a besoin de faire, c'est justement de nous axer sur les différentes choses. Donc il me semble des éléments clés.
Donc, j'aimerais justement, c'est d'analyser comment nous y prendre juste lors des accords commerciaux et la privacité. Donc, pour qu'ils se mettent en contact, voilà, ça sont des éléments. Donc, c'est de permettre donc que les différentes politiques puissent se mettre d'accord. Et bien sûr, c'est un autre programme de gouvernance, justement, de mettre ensemble toute la communauté qui a été organisée. Et quand nous avons le commerce, nous avons la concurrence, nous avons la technologie. Mais si nous mettons tous ensemble, nous avons à apprendre de toutes ces approches afin d'identifier quels sont les moyens de la interopérabilité. Leave it at that. Thank you. Muchas gracias. Caroline, ¿te gustaría a ti abordar o gustas que primero Clarice Girot dé su opinión y luego tú? Como es para hacerlo interactivo. D'accord, je pensais que Caroline avait un précédent, mais bon, je vais commencer. Javier a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire il faut voir les fils différents qui existent entre les législateurs ou les créateurs, des règlements et des politiques dans des domaines différents. Je pense qu'il faut vraiment tout renverser. Il faut y avoir des normativités de commerce, par exemple, dans des endroits différents, par exemple l'Asie, pour mentionner quelque chose où nous avons un composant essentiel lié aux droits de la personne et les droits donc liés aux questions commerciales qui ne peuvent pas être isolées les unes des autres. On doit donc faire participer autant de domaines que possible. Mais il ne s'agit pas de parler comme ça. Il faut parler de solutions concrètes. On a déjà mentionné quelques-unes, les mécanismes de transfert de données, par exemple, ce qu'on a déjà mentionné. Ce qu'on aimerait voir, c'est que cette conversation puisse avoir une caractéristique plus concrète. Par exemple, parler sur la compatibilité, sur les lois de protection de données, parce que l'interopérabilité et les mécanismes de commerce, évidemment, facilitent le flux de données. Mais si l'on recherche cette interopérabilité qui soit plus grande pour les lois de protection de données, on réussira un meilleur flux entre les frontières. On a déjà mentionné un essai pour essayer d'avoir une interprétation commune. Et à présent, on observe différents forums. Nous travaillons dans des projets pour voir tout cela. Pour diminuer ces brèches dans l'Asie-Pacifique et au-delà, pour proposer des alternatives, pour faciliter le commerce transfrontalier, mais aussi pour améliorer la protection des personnes, de leurs données et des opportunités des entreprises pour protéger les données. Je ne sais pas si vous aimeriez commenter quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si on est tous d'accord là-dessus. Je pense que l'on peut continuer à parler sur ce sujet, même après cette séance. J'en suis sûre que c'est un sujet très large. Allez-y, Caroline. Oui, mais avec plaisir. Merci beaucoup, Francisco. Je pense que nous devons nous rappeler de ce que nous voulons réussir. Quel est le résultat? Qu'est-ce que l'on cherche? Plus de confiance entre les entreprises, les gouvernements, les clients, les personnes. Comment va-t-on réussir tout cela? Bon, évidemment, nous avons besoin d'outils. Et un de ces outils peut être cette formation de mécanismes de transfert de données, par exemple.
les certifications, les autorisations. On pourrait penser que c'est pas si difficile parce qu'il y a déjà beaucoup de convergence. Il y a beaucoup de points communs. Mais de toute façon, nous avons besoin de volonté. Et on sera ravis de participer dans des groupes de travail, évidemment, afin de travailler davantage sur ces outils et la formation de ce milieu de confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Zikin, aimeriez-vous finaliser cette séance? Merci beaucoup. On aimerait prendre un petit peu de distance afin de pouvoir résumer quelques-uns des points qui ont été mentionnés. Sans doute, en ce moment-ci, dans le monde et dans les différentes régions, il est nécessaire d'avoir un flux d'informations et de données. Il est nécessaire d'avoir des lois, sans doute. Mais il est aussi nécessaire d'avoir les mécanismes pour avoir un meilleur flux de données. Il est important de faire participer les différents acteurs afin de réussir une approche beaucoup plus ample qui soit complémentaire. Nous avons des accords au niveau régional, par exemple, et avec ces accords, on peut commencer à travailler, évidemment. Un de ces domaines, par exemple, le transfert numérique ou électronique de données, qui a ses propres exigences. Comme je l'ai déjà dit, le plus important, c'est de trouver les points communs et de voir en plus quels sont les critères qui pourront faciliter ces efforts. Évidemment, il doit y avoir des activités de haut niveau. Il est nécessaire de promouvoir la collaboration du haut niveau pour trouver les points communs et pour trouver les bons exemples. Des exemples où on a réussi et où l'on travaille dans le transfert des données. Au niveau des politiques, évidemment, qui soient équitables, qui soient proportionnées, pour garantir la protection des données. Nous parlons de cela, nous parlons des contrats, nous parlons du milieu corporatif, nous parlons aussi des certifications dans cette séance. Nous parlons donc de tout un menu qui est disponible pour réussir ce que nous avons proposé. J'aimerais vous rappeler qu'il faut entreprendre les étapes suivantes. Les autorités de protection de données doivent travailler ensemble de façon organisée pour identifier les pratiques, les processus, les activités différentes qui peuvent contribuer et évidemment analyser les critères pour réussir tout cela. Si nous réussissons une normativité, si nous réussissons la reconnaissance des différentes actions pour renforcer le transfert de données, je pense que nous serons dans la bonne direction. Voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. On aimerait remercier les panélistes
On s'excuse parce qu'on a eu un problème avec la connexion, mais on va conserver votre participation. On pourra l'insérer afin qu'elle fasse partie de cette mémoire et qu'elle soit vraiment pour tous les participants. On remercie Caroline, Clarisse, Javier et Zikine, ainsi que Danilo pour cet espace de réflexion interrégional et pour voir ce transfert transfrontalier de données. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Nous allons continuer.